There we go. Okay, so if you just joined us, I invite you to put yourself on mute. You could put your video on if you like, no obligation. Later, we will have a Q&A where you can turn your video back on. Donc, si vous venez de nous joindre, je vous invite de mettre sur mode silencieux. Nous allons commencer, I think now. On va commencer là. Si vous avez besoin de traduction vers le français, veuillez l'indiquer dans le chat box. And if you're bilingual, you can help translate to French or vice versa. Then please also enter that in the chat box. Can you hear me all okay? Can you give me a thumbs up if you can hear me okay? Perfect. So Marie, maybe try to turn up your, peut-être essayer d'augmenter ta volume. Okay, so let's try this. So again, my name is Rachel. Sorry, people are joining us progressively, and it's great to see everyone. So Race and Food is an event series that seeks to explore the intersection of our cultural heritages. How does it influence the way we eat, the way we cook, and the way we create? So this event series usually takes place in Montreal, so I'll be doing a bilingual event today. I will invite our speakers to speak either English or French, and that's how it's going to be. But if you need help, please indicate it in the chat. And so if you don't know me, my name is Rachel, and I started this event series last year because I moved to Montreal 12 years ago, but I think that it was very recent in my adult life that I wanted to better understand my cultural heritage. So this event series was really born out of a visceral need to understand, in many ways, what I was understanding to be my otherness. And it was really an otherness that I had ignored or suppressed for a lot of my adult life. And in learning more about where my upbringing comes from, my background, my culture, I was learning a lot more about race as something that differentiates us, but also unites us, and especially through food. And I thought food is a wonderful way to learn about the differences and things we have in common. Donc, I'm gonna do the next part in French, if that's okay. Is there anyone who's uniquely Anglophone? You can add that to the chat if you are, and I will speak more English or French. Donc, oui, moi, j'ai d'origine chinoise, je viens de Toronto. Puis, cette série essaie de voir l'intersection de nos héritages culturels et comment ça influence la façon dont nous cuisinons, comment nous mangeons et comment nous créons aussi. Puis, voici mon chat à côté de moi. We're doing a home edition here. Mais je suis vraiment hâte pour aujourd'hui parce que c'est un moment c'est une opportunité pour l'apprentissage collectif. And so this is a moment of collective learning. This series has really come from a lot of conversations I've had in parties and with friends or at bars or at work about wanting to learn more about each other's backgrounds, how that changes us. And I find that sometimes there's not always a space to do that. So I invite you all to come into this moment of collective learning now. Je vous invite tous d'entrer dans cet espace d'apprentissage collectif. Mais aussi, je vous invite à co-créer ensemble un safe space quelque part, basé sur des valeurs partagées. So I invite you to all to create a safe space together. I know we're all strangers. A lot of us has never met. I've never met many of you. But I invite for all of us to create this virtual safe space that's based on some shared values. Par exemple, le respect pour l'un l'autre, une reconnaissance pour les histoires des présentateurs et présentatrices, et une reconnaissance que les personnes de couleur sont souvent demandées d'apprendre aux autres et que ça peut être lourd. So people of color, I think, are often asked to tell stories that can sometimes be difficult or hard. So I've said to my panelists, and I want to remind them again, that if I ever ask a question and ça vous tente pas de répondre, if you don't want to respond because of whatever reason, you can definitely say so as well. And other shared values in this shared safe space is an appréciation pour la bonne bouffe et aussi la curiosité, and also curiosity. So today we're talking about food of the African diaspora. And it's been fascinating to me because I've been actively learning about it for the past couple of years. But this is, as you can tell, I'm not from the African diaspora. So this is not my story to tell. And I'm just trying to create this space for mutual learning. So on that, I would like to present all our speakers. Our event will last roughly about an hour and 15 minutes. So joining us today, is Ornella. If you can wave from your screen and you can try to click through. Ornella is here today with us. I'm going to spotlight her video so you can see it just for a sec. She's joining us with her newborn daughter, Ellie.
So I met Ornella through a friend of a friend in a very Montreal way, like someone I met through someone else. And we met up, and very clearly right away, I saw that Ornella was passionate about food. And I can't wait for you all to hear her speak about her favorite dishes. According to the biography she sent us, she works in web marketing for a nonprofit organization in Montreal. And among other things, she's interested in exploring the culinary habits of the different communities of the African diaspora. In her spare time, she likes to study recipe books, cookbooks, talk about food, and watch documentaries about all kinds of cuisines. So I'd like to thank Ornella for being here with us today. Next, I'd like to invite Jean-Philippe Vézina, de Saluer tout le monde. You can wave your hand. So Jean-Philippe, c'est une amie en commun, Laura, qui m'a fait savoir qu'il organisait un événement pour le Black History Month. Donc, c'était juste en février, mais me semble ça fait très longtemps avec le COVID puis tout. Et c'était tellement une surprise, c'est une bonne surprise de lui rencontrer parce qu'il est tellement dédié à l'apprentissage, à partager sur les food ways de diaspora africaine, mais aussi de partager pas seulement en conversation, mais aussi dans la production des fruits et légumes de la diaspora africaine. Donc, Jean-Philippe est maraîcher et un entrepreneur social. Étant lui-même d'origine haïtienne, il s'est inspiré des traditions et des aménagements du jardin créole, what is called the Jardin Lacou, pour développer son projet. So Jean-Philippe is a farmer and social entrepreneur, and he's starting a project called Jardin Lacou, where we'll be growing fruits and vegetables of Haitian from the Creole garden. And then finally, I'd like to present Paul Toussaint. I'm going to spotlight his video instead. There we go. Hi, Paul. How are you? My friend Ingrid just introduced him to me very recently. And he was so generous with his time to speak. He's launching, so he's a chef behind Agricole, as well as one of the kiosks at Time Out Market in Montreal called Paul Toussaint. And he's launching a third project and was so generous with his time to speak with me recently. And donc, Paul est chef de restaurant agricole et du kiosque Paul Toussaint au marché Time Out. Il est passionné de la cuisine et de la culture Haïti et des Caraïbes. Et il nous parlera de ses inspirations culinaires aujourd'hui et il partagera avec nous aussi une petite recette spéciale des épices jerk. And he'll be also sharing a little special recipe about jerk spices. So that's a lot of me talking. I'm going to stop there. I'd like to invite, I'm going to propose a cheers to this event. Happy to see all of you. And I'm going to invite Jean-Philippe to start speaking and tell us a little bit about the history of African agriculture and cuisine and its influence on the world. Donc là, j'avais invité Jean-Philippe de parler un peu de l'historique de l'agriculture africaine et la cuisine africaine. Donc Jean-Philippe, je te laisse aller parler. I'm going to spotlight your video and you can unmute yourself whenever you're ready. Give me 1 second. Okay, I think I'm good now. Okay, there we go. Go ahead. Yes. Take it away. All right. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cet événement, cette conférence en ligne. Je suis content de voir beaucoup de personnes qui y participent. Donc, Rachel m'a introduit. Je m'appelle Jean-Philippe. Je suis à l'origine du projet qui s'appelle Les Jardins Lacou, qui est une ferme maraîchère située ici au Québec, dans la région de la Montérégie. Et comme elle a expliqué, je me suis spécialisé dans la production de légumes qui peuvent être cultivés au Québec, mais qui tirent leur origine principalement des traditions culinaires de l'Afrique et des Antilles. Donc, c'est le projet que j'ai démarré. J'ai rencontré Rachel lors d'un événement que j'ai organisé dans le cadre du mois de l'Histoire de Noir, qui s'intitulait Patrimoine culinaire afro-antillais. Donc, je m'étais associé avec Sean Samuel, qui est un chef qui habite ici, qui est d'origine de la Guyane, pour présenter aux gens l'ensemble de ce qu'on peut retrouver dans la gastronomie des différentes personnes qui composent la diaspora ici africaine dans la grande région de Montréal. Donc, ça couvrait à la fois les plats qu'on peut retrouver dans différentes îles des Antilles, certaines régions de l'Afrique et certaines de l'Amérique du Sud, un peu le secteur de l'océan Indien, pour présenter toute la grande diversité de la nourriture
qu'on peut retrouver à travers la cuisine des populations noires qu'on retrouve aujourd'hui en Amérique. Et pour moi aussi, ce projet-là, c'était aussi une occasion de faire découvrir aux gens l'origine des plats, des ingrédients qui les composent, puis voir comment permettre aux gens de la diaspora, comme aux gens de l'ensemble de la population, de comprendre à quel point l'arrivée des Africains en masse, principalement à partir de la période des traites des esclaves, de comment ils ont influencé l'agriculture, l'économie et bien sûr la cuisine qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout dans les Amériques. Donc, quand les premiers Africains sont arrivés dans les Amériques par la traite des esclaves, il y a près de 10 à 15 millions, il y en a qui disent davantage, qui ont quitté les côtes de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, un peu de l'Afrique du Sud, pour être transportés de force et amenés à travailler dans les plantations, dans les mines des Caraïbes, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud et du sud des États-Unis, principalement. Il y en a aussi plusieurs qui se sont retrouvés en Europe et avec le temps, il y a eu plusieurs migrations. Mais ce que je veux surtout souligner, c'est que durant cette période-là, les Africains qui sont arrivés n'ont pas seulement apporté leur soir et leur capacité de travail, mais ont apporté aussi toute une tradition en termes de savoir culinaire, de savoir agricole et aussi de semences qu'ils ont apporté parfois en cachette durant la longue traversée qu'ils ont fait pour passer de l'Afrique. Donc, les maîtres esclaves qui allaient chercher des esclaves en Afrique pour les amener dans les Caraïbes ou alors dans le sud des États-Unis, recherchaient non seulement de la main-d'œuvre, mais aussi des gens avec de l'expertise en agriculture. Donc, les Africains qui ont été capturés arrivaient avec beaucoup de connaissances pour travailler principalement dans un milieu qui était très nouveau pour les Européens qui venaient principalement des climats tempérés de l'Europe, donc de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne, du Portugal, de la Hollande, pour venir travailler dans un climat qui était tropical, donc les Antilles, le sud des États-Unis, l'Amérique latine. Donc, ils n'étaient pas habitués à pouvoir cultiver. Donc, pour eux, c'est important d'amener des esclaves africains qui allaient amener leur savoir pour ce qui est de l'agriculture. Donc, à la fois pour pouvoir cultiver les plants, gérer l'irrigation, gérer les amendements, amener des techniques de culture, comprendre le rythme des saisons. Tout ça, c'est les apports qu'ont fait les descendants africains. Puis, bien sûr, mais ils ont apporté aussi une façon de cuisiner parce que durant les 200 premières années de la traite des esclaves, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit dans les Caraïbes, la majorité des populations qu'on retrouvait là-bas, après que, par malheur, les Premières Nations ont principalement été exterminées, mais on trouvait en grande majorité des Noirs, en plus grand nombre que des Blancs. Puis, ben, c'était eux qui étaient responsables de faire la cuisine, d'adapter des nouveaux plats pour cuisiner pour les maîtres, mais aussi pour cuisiner pour eux-mêmes. Puis tout ça, ça a donné la grande influence que l'Afrique a eue sur la cuisine qu'on retrouve au Brésil, qu'on retrouve au Mexique, qu'on retrouve dans les Caraïbes, qu'on retrouve dans le sud des États-Unis, puis avec les migrations qui ont été amenées dans le nord de l'Amérique jusqu'au Canada aujourd'hui. Donc, en gros, c'est tout ça que j'ai envie de partager à travers le projet des Jardins Lacou, puis vous amener tout ça jusque dans votre assiette avec des fruits et des légumes que je fais pousser ici, puis que j'offre aux gens à travers des paniers qui sont livrés à votre domicile ou sinon à des points de chute à partir du mois de juin. Donc, juste pour vous dire les spécialités que je vais offrir cette année, je vais avoir la Christophine ou la chayotte qu'on appelle. Je vais offrir aussi de l'okra. Il va y avoir aussi des variétés de courges, des variétés d'aubergines, donc entre autres l'aubergine africaine, et les feuilles de lalo, qu'on appelle aussi calalou ou amarante, et des variétés de piment fort. Donc, ça, c'est quelques-unes des spécialités que je vais offrir cette saison-ci. Puis, au fur et à mesure que ma ferme va progresser, je souhaite pouvoir introduire davantage de produits pour permettre aux gens de redécouvrir des saveurs qu'ils avaient oubliées ou qu'ils ont laissées derrière eux en quittant leur pays d'origine, que ce soit les Caraïbes ou l'Afrique, et pour aussi les Québécois de découvrir de nouvelles saveurs à travers des produits
cultivés ici localement et qui sont sains, frais et goûteux. Donc, c'était ma première introduction pour vous parler des Jardins Lacroix, puis de ma petite histoire derrière tout ça. Okay, super, Jean-Philippe, merci beaucoup. Thank you, Jean-Philippe, for sharing about the history of African food and agriculture. And I think it's so interesting that, like, to learn about it, people from Africa were brought over to North America and elsewhere, not only for manpower, but also for their agricultural and culinary expertise, much of which forms a backbone for a lot of North American food today, especially in Southern United States. So it's fascinating Yes. to learn more about that. And Jean-Philippe has been sharing more tips on really ingenious and resilient ways that people who were robbed of a lot of their autonomy were still able to keep certain elements like saving seeds, but like braiding it in their hair. And I thought that was really fascinating that you shared that. So before I let you go, and I'm going to ask the other speakers to do a short personal introduction as well, 2 to 3 minutes each. But Jean-Philippe, can you tell me a bit more about how food was like growing up? Like, comment tu la bouffe pendant ton enfance? Well, the food, for my personal experience, I was born in Haiti, but I was adopted at an early age by a French Canadian family. So the type of food I grew up with was French Canadian traditional food. It's only later, as I became a teenager, that it became more and more important for me to reconnect with my roots, to learn about the culture, to learn about the food, learn about the music. And my journey to discovering Afro-Caribbean food was more as an adult than as a kid. Okay. I think that's so fascinating too when someone discovers their heritage later in life. And I think it must be so special that you get to grow those fruits and vegetables now that will resonate with a lot of people from the diaspora. So thank you. So next I'm going to ask Ornella to speak. Ornella, est-ce que tu es prête pour parler? Toi et Ellie? Dans juste un instant, je vais mettre ton vidéo en spotlight. Voilà, comme tout le monde puisse voir. OK. And you can unmute yourself whenever you're ready. On t'entend pas, mais donnez juste un instant. So I'm going to go back here. Give me a second. Unmute. So I've unmuted you manually. Can you say something? Oui, tu m'entends? Oui, on t'entend. Vas-y. So I'm going to ask you to tell us a bit about your background, where you're from, and a bit about food, how food was like growing up. Ouais, bah déjà, bonsoir à tout le monde. Merci de nous rejoindre sur Zoom. Moi, je suis originaire du Togo. C'est un pays en Afrique de l'Ouest, entre le Ghana et le Bénin. C'est relativement petit. Mais j'ai grandi un peu partout en Afrique de l'Ouest, donc sur plusieurs pays. Ce qui fait que la nourriture, pour moi, c'était principalement de la nourriture togolaise et ouest-africaine, en fait, à la maison, en général. J'ai été élevée par ma grand-mère d'abord, qui était une grande cuisinière. Donc, il y avait toujours quelque chose qui était sur le feu, du matin jusqu'au soir. Jusqu'à maintenant, je me demande qui est-ce qu'on nourrissait avec tout ça. Mais il y avait toujours de la nourriture. À un moment donné, elle a même eu un petit comptoir de nourriture qu'elle vendait à la maison. C'est pas un petit comptoir, c'était plus des longues tables et puis des bancs, en fait, que les gens venaient manger, surtout à midi. Moi, j'ai grandi, la nourriture, il n'y avait pas de micro-ondes quand j'étais plus jeune. Donc, fallait chauffer au fourneau. Donc, tous les jours, en fait, ce que moi j'appelle, on mettait le feu. On allumait le feu, en fait. On allumait des fourneaux pour chauffer à manger, pour faire l'accompagnement. Juste un instant, Ornella. Pardon? Pas de bruit pendant que tu parlais. Donc, est-ce que c'est possible de placer ton cellulaire sur un endroit qui ne bouge pas? Est-ce que là, tu m'entends mieux? Oui, c'est mieux. C'est juste comme les mouvements, c'est des petits mouvements fait du bruit. Désolée. Continue. On sera libéré bientôt quand Ellie ira prendre son bain. Mais honnêtement, je t'admire. Là, tu un bébé dans un bras, puis tu parles sur nos bras. Mais vas-y. C'est ça. C'est assez important pour moi. C'était assez important pour moi parce que je suis une grande gourmande. Mais ça a été encore plus important pour moi quand j'ai immigré ici, en tant qu'étudiante, il y a presque 18 ans, parce que c'était ce qui me connectait
ben, à ma culture, à mes cultures en fait, les cultures avec lesquelles j'avais grandi, à mon héritage culinaire également. Quand je suis nostalgique de l'Afrique de l'Ouest ou du Togo, en général, c'est à travers la cuisine que je vais me réconforter un tout petit peu. Et puis, en ayant été à l'université avec des camarades de classe qui étaient d'origine haïtienne, d'origine jamaïcaine, je me suis rendu compte qu'on mangeait beaucoup les mêmes ingrédients. Je ne peux pas dire la même chose parce que c'est cuisiné différemment et c'est cuisiné dans des occasions différentes également. Mais je me suis rendu compte que je pouvais également trouver du réconfort dans la cuisine des autres, de la diaspora en fait, donc dans la cuisine haïtienne, dans la cuisine jamaïcaine, dans la cuisine colombienne. Et puis ça m'a beaucoup rassurée de savoir que peu importe où je vais dans le monde, je vais quand même trouver réconfort dans la nourriture de chez moi. Merci, Onala. Puis je voulais dire aussi, I want to say hi to your partner as well, who's helping with the baby. So thank you. Hi. I wanted to invite you all that if you have a question to enter into the chat or write it down somewhere, you all have a chance to ask the panelists afterwards. Donc, si vous avez des questions, d'entrer vos questions dans le chat ou sinon de garder dans vos têtes. Vous aurez l'opportunité de demander aux panélistes plus tard sur caméra. Sinon, je peux aussi demander pour vous si vous préférez, si vous entrez ça dans le chat. OK. So last but not least, Paul, are you ready to speak and tell us a bit more about you and how food was like growing up? Yes. Okay, go ahead. We see you and hear you very well. Go ahead. Okay. Mon nom est Chef Paul. My name is Chef Paul. Born and raised in Haiti, and I moved back here in Canada. I moved in Canada when I was like 19. C'est dur, c'est parce que c'était pas du tout ma route, comme je dis. C'est plus comme ma route était plus d'abord comme un métier parce que surtout dans la communauté haïtienne ou bien dans notre culture, c'est comme il y a des métiers nobles, il y a d'autres métiers, tu vois, comme c'est pas perçu, c'est comme être cuisinier n'est pas perçu comme un métier pour hommes, tu vois, c'est comme en grandissant en Haïti, c'est que des femmes, c'est comme c'est que des femmes qui me nourrissaient, qui fait arriver ici, c'est que mes parents avaient choisi le droit pour moi. Et puis, moi, je me suis dit, c'est pas ma route. Après 2 ans, je me suis dit, c'est pas ma route. Comme j'ai choisi la cuisine. Et au début aussi, pour faire la route aussi, c'est pas facile. C'est comme, j'avais pas une institution comme de cuisine haïtienne où je pouvais dire, OK, après mes études, je pouvais aller faire mais mon stage là-bas, parce que, exemple, il y avait un restaurant ici qui s'appelait Hibiscus, qui était au Vieux-Port, mais c'était fermé. Le temps que j'ai fini mes études, c'était fermé. Je regardais, je dis, pour exceller dans la restauration, je dois trouver comme un bon restaurant. Là, j'ai fait ma route, j'ai été retoqué. Après ça, il y avait eu le tremblement de terre, malheureusement. Et là, je me suis dit aussi, pourquoi ne pas aller aider Haïti? Parce que c'était ça mon plan. J'ai dit, pourquoi ne pas donner une partie de ma jeunesse? Comme tout ce que j'ai appris au Canada, j'étais allé en Haïti après le tremblement de terre. En 2013, je suis rentré en Haïti et je suis resté en Haïti jusqu'à 2017. J'ai passé environ 4 ans et demi en Haïti, où aussi c'était un voyage pour aider, c'était un voyage aussi pour apprendre parce que je voulais comprendre notre culture. Arrivé à un certain point, je me suis dit, je dois comprendre bien pourquoi les Haïtiens mangent comme ça. Why we have to eat only those food, because when I learn here, I see there's a lot of recipe that we can do. But in Haiti, I never saw this recipe. That's why I tell myself, okay, why? I need to understand exactly why Haitian cuisine is like this. And I go in Haiti, I travel the whole country, understand how people eat and why. And also because Haitian connect a lot with the season and because we have some holiday was different from here. It's like, example, Gay Day is like Halloween, but
here Halloween it's one day, and Haiti like Gay Day is like about like 1 month, of celebration. And from that, I understand like I have to push my culture, and I moved back here with Agricole. When they called me on the project, it was like the perfect timing for me. I want like to show like Montreal and the world that Asian cuisine is different. Asian cuisine like have a lot of potential, and we can do better. And I think for me, I love cooking. I love every cuisine. I eat like Asian cuisine, European cuisine, like every cuisine. But after I realized like we have something like totally different because we combine like everything. It's like we have like the French cuisine mixed with like Italian, and the same thing is like the African people said like we need to do that cuisine ourselves. It's like they take everything but they ils ont déconstruit ça dans le sens que, exemple, lorsque tu vois un jambalaya, dans ma tête, c'est comme avoir un risotto, mais c'est totalement différent. La texture, le goût, comme tout le mariage des épices qu'on a dans la jambalaya, on ne l'a pas dans un risotto. Parce qu'un risotto, c'est presque comme structuré, comme un bouillon, un gras, et puis le riz, et on va finir ça avec un fromage. C'est juste ça. Tandis que nous autres, on va jouer avec les épices, plusieurs épices pour aller chercher les meilleurs saveurs. C'est là aussi, je me suis dit, c'est ma passion, c'est ma route, comme je dois faire la cuisine caribéenne, en plus comme haïtienne, caribéenne, évoluer et montrer au monde entier aussi qu'on a une bonne cuisine, que on est fait pour nourrir comme les gens, on est là pour montrer au monde entier qu'on a une cuisine comme sans limite, une cuisine avec, même quand c'est une cuisine qui est un peu authentique, et parfois je dis c'est un peu trop authentique, malgré ça, mais on peut jouer comme quelqu'un comme moi avec toute ma formation, tout ça, je peux jouer, je peux aller chercher un peu plus de saveur partout, je peux faire rêver comme plus de gens en alliant la cuisine, comme les épices de la Caraïbe, de l'Afrique, tout ça, et les mettre dans d'autres cuisines pour montrer comme les différentes saveurs qu'on peut avoir et textures aussi. C'est vraiment un plaisir pour moi ce soir d'être avec vous autres sur Zoom. Et c'est dommage, on a le confinement, ça sent l'été dehors, le soleil est là. Moi, normalement, au mois d'avril comme ça, c'est la saison pour préparer la terrasse, pour m'assurer que Agricole soit bien comme on va être comme en pleine force comme pour pouvoir satisfaire tous les clients. Mais dommage, comme on vit en confinement, on doit partager ce moment en plus intime, et je suis très, très content d'être là, et je suis très honoré de partager mes savoir-faire et aussi toutes mes idées avec vous. Merci. OK, super. Merci, Paul. Moi aussi, j'ai hâte à l'été, quand les choses réouvrent. Puis je vois dans les commentaires, il y a d'autres gens qui ont hâte de retourner aussi à l'extérieur, puis aller à l'école. Puis j'espère que bientôt, on peut peut-être trouver un moment, peut-être en été, j'espère, à l'école pour prendre un verre en personne, ensemble. Donc, merci. Donc, on va entrer maintenant dans une période de discussion entre les panélistes. Je vais vous demander des questions. I'm going to ask you guys all questions. Mais je vous encourage aussi de demander des questions à l'un l'autre. Donc, mettons si on a là dit quelque chose, puis tu aimerais connaître plus, je vous invite, Paul et Jean-Philippe, de lui demander une question aussi. So, we're going to go now into a period of discussion between the panelists. And if you want to ask a question to each other, I invite you to do that between the panelists too. And then I'm going to ask you about a food that's special to you. So, and for the audience joining us, if you have a question for the panelists, I invite you to add that to the chat. Otherwise, there will be a moment for you to ask that live as well. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez ajouter ça dans le chat. Sinon, vous aurez l'opportunité de demander ça sur caméra aussi. Donc, si je comprends bien, il y a beaucoup de francophones parmi nous, je pense. Donc, je vais demander ma première question. Le premier sujet, je vais aborder en français. C'est autour de l'ethnicité comme perspective. Donc, vous avez chacun des parcours très différents. Puis, je trouve ça tellement intéressant. Tu sais, on a là qui est venu ici il y a un peu de temps déjà.
Paul qui est arrivé plus récemment, puis Jean-Philippe qui est en train de redécouvrir sa culture. Comment est-ce que votre ethnicité est-elle interprétée ou perçue par les autres? Ou comment percevez-vous ou identifiez-vous? Donc, on habite tous maintenant à Montréal, on habite tous au Canada, mais je suis toujours intéressée à savoir comment les gens s'identifient. So how do you guys identify yourselves in terms of your ethnicity or where you belong? So this is open to everyone. So I'll unmute all the panelists if you're not already unmuted. And I invite you to answer, whoever is ready with the answer. Ouais, allô? Vas-y, Paul. Ah. J'irai après toi. OK, OK. Non, mais ça, c'est d'abord une chance qu'on avait ici aussi, moi, en tant qu'un jeune, comme j'arrive ici comme à 19 ans, tu vois, là, maintenant, j'ai 14 ans à Montréal. La communauté haïtienne était déjà très forte à Montréal, qui fait comme on avait beaucoup de places. Au contraire, lorsque j'étais à une place, les gens me posaient des questions. Est-ce que, OK, t'es haïtien? Ils avaient déjà comme un peu à offrir lorsque j'étais à Montréal. Mais lorsque j'étais à Ottawa, c'était plus difficile. C'est là aussi, comme il n'y a pas beaucoup d'immigration d'Haïtiens vers Ottawa, qui fait c'est là comme je devrais. Les gens pouvaient dire comme, parfois, il y a des gens qui touchaient même mes cheveux. C'est comme, c'est quoi ça? Tu vois, c'est plus qu'on va dans des régions reculées, comme les gens n'ont pas l'habitude de nous connaître, de comprendre comment on mange. C'est comme, exemple, et c'est la même chose aussi lorsque je sortais. Je me rappelle, j'étais à l'école, quelqu'un m'a invité à aller au restaurant. J'arrivais au restaurant, la personne me demande, OK, arrivé à un moment où on doit payer, la personne m'a invité, la personne m'a dit, oh, on va partager le bill. Je dis, ouais. Comme, non, je vais tout payer parce que c'est pas ma culture. Si j'invite, c'est moi qui paye. C'était ça. Et j'ai dit ça aux gens comme c'est pas, oh non, ici c'est comme ça. Je dis non, tu m'as invité à manger, c'est à toi de payer. C'est comme si je t'invite à manger, n'importe où je t'invite, je vais payer. C'est tout ça aussi. C'est aussi ton histoire aussi. Et parfois aussi, lorsque j'arrivais ici, il y avait une histoire qu'on racontait d'Haïti que j'acceptais pas. C'est comme, on parlait souvent de la faim, on voyait comme dans les photos qu'on avait ou dans les médias, il y avait toujours le côté chaotique. Et moi qui venais de Jacmel, c'était une ville comme où on était souvent en fait. C'est une ville vraiment d'artistes, comme de carnaval. Comme cette partie-là d'Haïti, j'ai pas dit que ça n'existe pas, mais moi, je ne l'ai jamais côtoyé. C'est comme j'ai dit aux gens, non, les Haïtiens sont pas là, tu comprends? C'est pas cette histoire-là. C'est comme, je regardais la télévision, je parlais de la Ligue des Champions, les gens me disaient, oh, tu connais la Ligue des Champions? Comment ça, il y a de la télévision? Pour eux, c'est comme on est tellement, parce que lorsque les gens demandent, comme pour des Haïtiens, ils disent, oh, ils sont même pas capables de manger, ils ont même pas $1 pendant la journée pour manger, j'ai dit, non, c'est pas mon Haïti, c'est pas du tout ma vie, c'est pas mon histoire c'était toujours comme c'était ça qui était un combat pour moi, comme pour montrer aux gens autre chose d'Haïti. Et c'est là aussi, j'ai ramené plein de personnes en Haïti, des amis, comme on voyageait ensemble pour leur montrer, voici ce qu'est Haïti. C'est comme ici au Canada, il y a des gens aussi qui n'arrivent pas à manger. Mais c'est pas ça qu'on vend du Canada. C'est un gros pays riche, comme c'est la vie, c'est tout ça. Mais tandis qu'il y a plein d'histoires aussi. C'est comme moi, l'hiver ici, je me suis adapté avec, mais je ne vivrai pas ma vie comme dans un igloo, comme on a fait ici. C'est tout ça. Comme je pense aussi, c'est pas leur problème aussi, c'est qu'est-ce que nous autres, peut-être en Haïti, ce qu'on vend aussi aux médias. Je pense que c'est tout ça aussi. Et je pense que c'est le travail de chacun aussi dans ces communautés-là, que ce soit africaine ou bien caribéenne, de vendre leur culture bien, de montrer différemment leur culture, de dire aux gens que c'est pas ça notre histoire, c'est pas la pauvreté notre histoire. On a une culture forte, on mange bien, on est bien éduqué. Oui, on a des gens qui sont dans la misère, on a des gens qui vivent mal, mais c'est pas ça notre histoire. On doit regarder notre histoire différemment. Merci. Non, mais c'est super puissant ça. Merci, Paul. Puis quand tu parles de la nourriture d'Haïti, c'est pas seulement des choses auxquelles on pense comme normalement. They're not just like the typical things we think about. Yes. And I think about that a lot in terms of Chinese food, some Chinese background. Et puis les gens diront comme, c'est le chamian, it's like fried noodles and fried rice and things like that. But like every country has so many different things and every family has so many food cultures. And
give a space to share about that, de faire un espace pour valoriser chacun de ces traditions alimentaires aussi. So for the other panelists, would you like to talk about how your ethnicity is interpreted or perceived by others, or how you identify yourselves? And actually, I would open up to, does it influence the way you work? This is something Paul talked about a bit, but I invite Ornella and Jean-Philippe to talk about this too. Je vais y aller la prochaine, si ça ne te dérange pas, Jean-Philippe. Pas de problème. Je vais faire le sandwich africain entre les deux. J'aime ça. C'est un peu compliqué à Montréal parce que beaucoup de gens me prennent pour une Haïtienne. Oui, moi, j'ai vu ta tête, je pensais que tu étais haïtienne. Grandi en Afrique de l'Ouest. Donc, je pense qu'aussi que la majorité de l'immigration noire à Montréal vient des Caraïbes et qui parle français vient d'Haïti. Donc, tout de suite, on pense que je suis haïtienne et les Haïtiens, tout de suite, parlaient en créole. Donc, au début, je trouvais ça intéressant. Ensuite, j'ai commencé à mal le prendre. Et puis maintenant, ça me fait rire. Mais si tu me demandes d'où je viens, je vais te dire que je suis originaire du Togo. Mais j'ai relativement du mal à répondre parce que j'ai grandi dans plusieurs pays et j'ai grandi avec des cultures multiples de l'Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de définir ça avant de comprendre que je n'avais pas besoin de le définir en fait et que je pouvais tout prendre et tout accepter et tout mélanger. Et puis ici, un jour, c'est du tchèp sénégalais que j'ai envie de manger. Puis l'autre jour, c'est de la sauce arachide comme on fait au Mali. C'est correct aussi, ça fait partie de moi. Tu sais. Mais pour revenir sur ce que tu avais dit, Paul, il y a une obsession, je trouve, à définir les peuples noirs à travers leur souffrance, en fait. Donc, moi aussi, quand je dis je viens du Togo, déjà, personne ne sait c'est où le Togo. Donc, il faut que je me mette à expliquer c'est où. Et puis ensuite, tout le monde pense que c'est le Congo et on me parle tout de suite de la guerre. Donc, non, ce n'est pas mon expérience directe et non, je ne viens pas du Congo. Par contre, oui, c'est vrai que c'est la réalité aussi pour certaines personnes. Et c'est majoritairement la réalité. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'avec, par exemple, des outils comme Instagram, Facebook, l'Internet, on peut un peu plus contrôler nos narratives. Mais avant, quand c'était des médias qui nous étaient imposés, les médias exportent ce que les médias ont envie d'exporter. Maintenant, on peut un peu plus montrer d'où on vient, qui on est, ce qu'on mange, ce qu'on fait, nos initiatives à nous. Il y a un très beau compte sur Instagram qui s'appelle Visiter l'Afrique, que j'aime beaucoup, qui montre en fait d'autres images des pays de l'Afrique, des villes de l'Afrique. Et je trouve que ça change de la donne de « Oh, t'es venu ici parce qu'il n'y a pas grand-chose chez toi, t'es mieux ici que chez toi », que j'ai beaucoup entendu aussi. Vous mangez très gras, il n'y a pas beaucoup de légumes. Tout ça, en fait, c'était des stéréotypes et c'est encore des stéréotypes qui sont liés à la bouffe africaine, en guillemets, qui n'existe pas en fait parce que c'est plus les bouffes africaines et encore, ça change tellement d'une famille, d'un foyer à l'autre. Mais ça reste pour moi très central de définir mon ethnicité par ce que je mange. Et c'est pour ça que je réduis ça, j'étends ça à l'Afrique de l'Ouest plutôt, parce que je trouve que c'est ce qui définit le mieux l'identité que moi-même j'ai créée en fait, qui est multiple, mais qui reste très foncièrement ouest-africaine. OK, merci Ornella. Jean-Philippe, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Jean-Philippe, do you have anything else to add? Or would you like to ask? Oui, je peux en ajouter un petit peu. Bon, moi, mon histoire, elle est un peu différente en termes de comment elle a progressé. Oui, je suis d'origine haïtienne. C'est le pays où je suis né. Mais je suis arrivé au Québec à un très jeune âge. J'avais un petit peu plus d'1 an. Et j'ai été adopté par une famille de Québécois. Donc, mon père et ma mère adoptifs ont été québécois. J'ai grandi dans un environnement très québécois, bien que j'ai grandi à Montréal dans le quartier Côte-des-Neiges, donc qui est un quartier très multiethnique. Mais pour ce qui est de la famille et du noyau, les influences puis le modèle avec lequel j'ai grandi, c'était un modèle beaucoup axé sur la culture québécoise. Donc, ma définition de mon ethnicité, elle a évolué avec le temps. Comme en tant que petit enfant qui s'identifie à sa famille, à ses parents, je me suis longtemps considéré avant tout comme
québécois. Je dirais même plus montréalais parce que je considère vraiment que Montréal, c'est la ville dans laquelle j'ai évolué. Mais en grandissant, ça a été à la fois une recherche personnelle de mieux comprendre mes origines, mais ça a été beaucoup le regard qui m'a été renvoyé par les autres. Parce que j'avais beau dans ma tête penser que j'étais un Québécois comme les autres, même à la couleur de peau, et on pourrait dire, me trahissait tout le temps, dans le sens que quand les gens viennent me demander, bon, ben, tu viens d'où? Ben, je disais, ben, je viens de Montréal, je viens du Québec. Mais ils disaient, non, non, mais tu viens d'où pour vrai? Puis l'idée que je puisse être québécois, dans le sens que le miroir qu'on me renvoie, c'est jamais un miroir comme quoi je peux officiellement adopter l'identité québécoise. Faut absolument que je me rattache à une entité qui est autre, qui est celle de l'immigrant, de celui qui vient d'ailleurs. Donc, ça a été beaucoup ma réalité, ça a été beaucoup de confusion en tant qu'adolescent puis jeune homme qui tente de faire sa place, de mieux se connaître. Puis, ça m'a amené justement à chercher davantage, à mieux connaître la culture haïtienne, d'où je viens, la culture noire des Amériques, la culture africaine. Puis aujourd'hui, à 41 ans, ben, je me considère davantage comme un Montréalais d'origine haïtienne. Puis la culture haïtienne, tout comme les cultures noires, prennent beaucoup de place dans ma vie, dans ce que je décide d'entreprendre, dans ma carrière professionnelle, d'où les Jardins Lacou que je développe aujourd'hui, justement pour permettre aux gens de voir une autre facette des cultures noires. Un peu comme Paul l'expliquait, pas juste axé dans une vision de pauvreté ou de pays quémandeurs aux pays occidentaux, mais de pays qui ont des grandes traditions culturelles, traditions fondatrices des civilisations humaines aussi, si on parle de l'Afrique. Donc, pour moi, c'est un peu ça ma vision aujourd'hui en tant qu'adulte par rapport à l'ethnicité puis l'origine ethnique. OK. Merci Jean-Philippe, je comprends tellement ça. Le sentiment de comme pour la plupart de ma vie, je pensais être une Canadienne parce que je suis née et grandie à Toronto, mais que j'ai appris normalement, c'était surtout quand j'ai déménagé ici au Québec, que j'ai appris que je suis ben, I'm also like Chinese. That's also part of my heritage. That's like not what I see of myself, but that's also part of my background. So, j'aimerais prendre un moment maintenant pour inviter l'audience à préparer vos questions si vous en avez. Puis, entre-temps, donc, si vous avez une question, puis si vous êtes à l'aise de demander live sur caméra, if you have a question and you're comfortable asking it live on camera, I invite you to raise your hand. So I'm going to share my screen to show you how to raise your hand. Oh, okay. So you click on participants here, which will be at the bottom of your window. Actually, I can't show you live. Sorry, excuse me. Okay. So at the bottom of your window, you'll see an icon that says participants. Click on it, and you will see under the option more to raise your hand. So if you'd like to ask a question live, please raise your hand that way. Otherwise, you can raise your hand physically like this, and I will search through all the little heads on this meeting, and I will find you. Donc, si vous avez une question, s'il vous plaît, levez vos mains avec l'option en bas de votre écran qui dit « Participants ». Cliquez sur « Participants », il va y avoir une option pour lever vos mains. Donc, tu peux lever vos mains là-bas électroniquement. Sinon, vous pouvez lever vos mains physiquement sur la caméra, puis je vais vous trouver. So I'll let you guys prepare to ask a question if you like. I see we already have one, but I have one more question for the panelists, for now anyway, which is, c'est au sujet de l'ethnicité comme héritage pour la prochaine génération. So ethnicity as a heritage for the next generation. I know Jean-Philippe and Donella have kids. Paul, do you have kids? I don't know if you do. Yes, I have one kid. You have one kid, so there you go. How old is your kid, Paul? He's gonna turn 5. Oh my God, that's amazing. You guys all have kids. And I think it's so interesting. I don't have kids, but I've seen my friends who have children to pass down these things that seem very innate. They don't even think about it in a conscious way. Ils pensent pas consciemment pourquoi ils font des choses de même, puis de même pour leurs enfants. Mais c'est quelque chose de comme très viscéral. It's something that's very visceral in how you feed your children. So I like to think about that. Like,
is ethnicity, does that play a role in your families with your kids? And how do you share recipes or like culinary values with the next generation? Donc, est-ce que l'ethnicité joue un rôle dans vos familles, avec vos enfants? Et comment partagez-vous des recettes ou des valeurs culinaires avec la prochaine génération? Donc, whoever's ready to go ahead. On ne t'entend pas. On est là. Okay, I'm gonna unmute Ornella. There we go. Ornella, go ahead. Je vais commencer parce que c'est plus facile pour moi de répondre. C'est très simple. Je mets ma fille qui a 4 mois et demi dans le porte-bébé et je cuisine tous les après-midi. Donc, elle est obligée de voir ce que je fais, de sentir ce que je fais. Je lui fais toucher ce que je fais aussi. Mais je pense que pour moi, c'est une manière simple de connecter avec elle et de partager ces moments avec elle. Mais de plus en plus, j'y pense activement en fait. À quel héritage culturel. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Écho. Oui. Quel héritage culturel je vais lui donner? Parce que si on est à Montréal et qu'on reste ici un petit moment, je pense qu'une bonne partie de l'héritage culturel passe par la nourriture en fait. Et je me suis dédiée à apprendre à faire des choses qui généralement ne sont pas faites à la maison, mais qui sont achetées dehors. Parce qu'ici, on ne peut pas les acheter dehors. C'est comme si, je ne sais pas, l'équivalent de, je sais pas, apprendre à faire de la baguette, par exemple, simplement parce que ça fait partie du quotidien. Et parce qu'ici, malheureusement, ben, il n'y a pas vraiment d'endroit où elle pourra acheter ce genre de choses, des ingrédients togolais ou des mets togolais. Donc, j'apprends activement à les faire à la maison. J'ai le temps, j'ai encore quelques années pour les rater. Comme ça, le temps qu'elle grandit, je les aurai perfectionnés, puis je pourrai les lui apprendre. Mais c'est très important pour moi de manger togolais et ouest africain à la maison parce que de un, ça me réconforte et de deux, c'est peu importe où tu es, si tu as un minimum d'ingrédients que tu peux trouver, tu peux toujours retrouver ce feeling d'être chez toi en fait. Au-delà de l'héritage culturel, je veux aussi qu'elle sache qu'elle peut toujours trouver réconfort dans cette cuisine qui est la sienne aussi. D'accord. Ouais, c'est vrai. Trouver des ingrédients qui nous donnent réconfort. I think that's like a theme in what you're saying, Ornella, is food is comfort. I can definitely attest to that. There are certain, I mean, de jour en jour, je cuisine beaucoup de bouffe comme juste canadien, mais comme quand je vois de bouffe comme chinoise, ça me donne du confort aussi, and it's something that's a little bit inexplicable that I love sharing with people that I care about. Donc, merci Ornella. Quelqu'un d'autre, Jean-Philippe ou Paul, vous n'êtes pas obligé à répondre à toutes les questions, mais si vous voulez ajouter quelque chose. Mais cette question, mais comme je voudrais parler. Non, là-dessus, c'est cool comme de poser cette question. C'est comme ce matin, en me réveillant, mon fils m'a dit qu'il a faim. Okay? J'avais acheté, parce que je reste connecté quand même avec la cuisine, comme gastronomique. J'avais acheté comme un potage de courge en butternut. Et puis, ce matin, j'ai fait ça, un peu de comme, pain avec fromage pour lui. But he speak like more English, and he told me, "Daddy, I need real food." I said, "What?" It's real food. He told me, "No, it's not real food. Real food for me is like rice and beans, legume, or you talk about like resource poor." I say, "No, this is real food too." It's like for him, he understand because what we did too, we bring him in Haiti, and at home also I cook a lot of Asian cuisine. It's like when we have chance, like when I have time to cook, this is what I do at home with him. And I bring him. He got his apron, and all the time he want to cook with me. Daddy, when we gonna cook? And he understand that more. For him, he's squeezing. It's more like he's not like because we're going out, we eat in other restaurant, but I find him like more attached with like the Asian cuisine, you know, because this is what he wants all the time. Quand il vient de l'école, la première chose qu'il te demande, c'est comme, OK, est-ce que tu as du poulet grillé? Est-ce que tu as comme riz au pois? Parce que lui, il décide qu'est-ce qu'il mange. Mais il arrive, il te dit, OK, moi, je veux manger légumes, riz, sauce pois. Je dis, non, c'est comme, on peut manger autre chose aussi. Il m'a dit, non, à l'école, je mange la nourriture blanche, mais à la maison, je ne veux pas ça. C'est comme il m'a dit ça, très clair, comme pour lui, c'est ça qui est la vraie cuisine. C'est comme je dis, wow. Quand même, je me sens fier comme j'ai fait un beau travail, il comprend comme qu'il doit manger la nourriture de sa
culture, mais en même temps aussi, c'est un poème comme je dois lui montrer que c'est pas comme c'est pas de la vraie nourriture, tu vois. Comme je dis aussi aux gens, c'est très important aussi. C'est que on doit passer l'héritage parce que si on passe pas ça, comme tu te poses la question de combien de temps que ça va mourir, tu vois. Surtout ici, lorsqu'on vit dans une société qui va tellement vite, comme les gens changent, comme tu vas voir, la culture change. Même à Montréal, maintenant, on est très multiculturaliste, comme les gens comme pensent beaucoup aux Caribéens, ils pensent à l'Asiatique, ils pensent tout. On fait de la bonne cuisine, mais si on regardait ici, 20 ans de ça, les gens ne mangeaient pas du tout ce genre de cuisine. J'aimerais qu'il y a des gens qui continuent à garder cette tradition-là, montrer toutes les autres cuisines pour que, comme, si dans une autre génération, ça change, mais on reste. C'est-à-dire, comme les gens vont, peut-être c'est plus l'ouverture que les gens vont prôner, comme ils font aujourd'hui, comme montrer aux gens qu'on peut manger tellement différent, on peut manger tellement comme d'autres cuisines, d'autres cultures. OK, super, Paul. Merci beaucoup. C'est vraiment beau à voir. Jean-Philippe, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Moi, de mon côté, j'ai 3 enfants qui ont 6, 9 et 11 ans. Et c'est clair que autant la cuisine, le concept de manger santé, de prendre soin de la nature, c'est des choses que je souhaite définitivement passer et transférer à mes enfants, puis à la prochaine génération, tout autant que l'histoire et la culture qui vient avec ça. Donc, c'est euh, c'est un des éléments clés de motivation à vouloir avoir eu envie de partir ce projet-là. Donc, oui, c'est clairement en lien avec ce que je souhaite transmettre à mes enfants et à la génération future. Là, là c'est bon, c'est pas possible de le faire en code dans le contexte actuel, mais il y a un volet éducatif qui vient avec le projet des Jardins Lacou, qui est d'inviter les gens à venir à la ferme, à apprendre comment évolue la nature, à mettre les mains à la terre, à en apprendre sur l'histoire, puis tout ça. Donc, probablement, ça va aller plus soit pour la fin de la saison ou pour 2021, mais ça reste un volet important, la transmission du savoir dans le projet Les Jardins Lacou. Super, merci Jean-Philippe. Thank you for sharing that. It's, I think, so much more tangible when you have the next generation to share these traditions with and to produce food that speaks to your values too, de produire des aliments qui correspondent à tes valeurs aussi, c'est important. Donc là, je vais prendre une question de l'audience. Je vais inviter Rob. Rob, I'm going to unmute you and you can ask your question on camera. So go ahead, Rob. I'm going to spotlight your video. Go ahead. Hi, oui, bonjour. J'aurais une question pour Jean-Philippe. J'ai l'impression que dans la culture et dans les médias au Québec, au Canada, dans la culture canadienne, on associe toujours, même en 2020, le milieu agricole et l'agriculture avec les gens blancs. J'ai l'impression que comme le milieu rural, c'est un milieu avec moins de diversité ethnique, mettons, que Montréal. Donc, je voulais juste vous demander vos impressions là-dessus. Comment c'était, étant une personne non blanche, votre cheminement vers le milieu agriculturel? OK. De mon côté, c'est clair que je n'avais pas de famille, je n'avais pas un père, un grand-père qui avait une terre à me léguer parce que depuis des générations, on était dans le domaine agricole. C'est vraiment un parcours que j'ai fait. De mon côté, en termes de réflexion, je disais qu'il y a 2 éléments déclencheurs qui m'ont amené dans le domaine de l'agriculture. J'ai une très bonne amie qui habite en Haïti, qui a parti une ferme en permaculture. Puis quand je vais là-bas, je vais la visiter. Puis ça a toujours été un endroit pour moi qui représentait être paisible, être en contact avec la nature, être en contact avec l'histoire. Puis j'avais envie de ramener ça ici au Québec. J'ai eu personnellement, sur une histoire personnelle, j'ai eu un burn-out aussi qui m'a forcé à faire une pause il y a de ça 1 an et demi, puis à réfléchir à comment je voulais adapter ma vie pour être davantage en santé, dans quel endroit je voulais travailler,
comment développer un modèle d'affaires qui est durable, autant en termes financiers que par rapport à ses enjeux pour l'environnement. Donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé. Pour ce qui est du fait que, bon, il y a très peu de représentativité des communautés culturelles, pas seulement des Noirs dans le domaine agricole au Québec, il y a deux aspects à ça. Bon, c'est sûr que l'aspect, j'ai fait mes recherches de mon côté, puis le nombre de gens de la diversité culturelle ou de Noirs qui sont propriétaires de leur entreprise agricole, à travers tout le Québec, ça se compte sur le doigt d'une main. Donc, on n'est vraiment pas beaucoup. Donc, c'est clair que bon, ça m'est arrivé quand je suis débarqué chez un fournisseur de produits agricoles, puis que j'ai dit que j'ai besoin de telle chose. Il m'a demandé, premièrement, pour qui tu travailles, parce que pour lui, ça ne faisait pas de sens que ce soit moi le propriétaire de la ferme agricole. Puis, deuxièmement, il m'a dit, ben, c'est quoi vous connaissez à ça, vous autres, l'agriculture, les Noirs? Puis, ben, c'est le stéréotype que tu vas avoir, en effet. Pour ce qui est de placer, historiquement, pourquoi il y a aussi peu de Noirs en agriculture, mais ça, il faut comprendre l'histoire des Amériques. Il faut comprendre pourquoi nous, on a été amenés ici. On a été amenés, je parle les populations noires, de la diaspora africaine dans les Amériques, on a été amenés de force pour travailler dans des plantations, dans des rivières, dans des mines. Donc, ça a été un gros trauma collectif que le contact avec la terre pour les populations noires. Ajouter à ça une discrimination systématique pour ce qui est d'avoir accès à des terres, qui s'est passé autant au Canada, quand on remonte à l'histoire des loyalistes, des premiers Noirs qui sont arrivés, si on parle à l'histoire de la Nouvelle-Écosse, etc., avoir accès à la terre, c'était un chemin rempli d'embûches pour les gens de couleur. Puis après, ben, il y avait aussi, pour beaucoup, quand il y a eu la fin de l'esclavage, certains sont restés sur la terre, mais c'est resté avec beaucoup de stigmas puis de traumatisme au sein de la population noire où l'idée de retourner à la terre, c'est associé au fouet, au travail forcé, à travailler sur une terre qui n'est pas la nôtre, puis à ne pas y récolter les fruits. Donc, ça reste un long cheminement pour les populations noires de faire ce retour-là vers la terre. D'où l'importance de le faire, puis avoir des personnes qui décident de se mettre à l'eau, puis de le commencer, puis de transmettre l'héritage au prochain, parce que la terre, elle appartient à tout le monde, puis je parle la terre, le sol. Et aussi, on a beaucoup à apporter en tant qu'histoire. Il reste que l'agriculture, dans l'histoire de l'humanité, ben, elle a démarré sur des terres africaines, par des Africains, par des Noirs, qui l'ont après ça dispersé à travers la planète. Donc, on a tous les droits de se réclamer de l'agriculture. That's such a touching story. Merci Jean-Philippe. I think c'est surtout un enjeu. Ben, ici, ben, beaucoup aux États-Unis aussi, où les personnes noires faisaient partie de comme une grande partie de l'agriculture là-bas. Puis après, after like emancipation, a lot of them were not able to have land. A lot of them lost land. So I'm glad to talk about that. Let's do a pivot. I have 4 questions to ask you guys. So I'm doing a time check with the panelists. Are you okay to stay on until like around 6:50? Est-ce que vous êtes correct de rester jusqu'à comme 18h50? Ça vous va? The one thumbs up, correct? Okay, everyone else, take a stretch. Refill your drink. I've been refilling my drink in a very subtle way and on the side. Donc, je vais inviter, avant de continuer avec les questions, j'aimerais vous inviter de parler avec un aliment qui vous est spécial. To talk about a food or ingredient of beverage which is special to you guys. So, we haven't heard from Ornella in a bit. Ornella, est-ce que tu es dispo pour parler d'un ingrédient ou d'un aliment qui est important pour vous? Are you available to speak now? Perfect. So I'll spotlight your video. So go ahead, tell us about your food or your ingredient. L'ingrédient dont je vais parler, qui est un truc quand même de base pour moi et qui fait le lien avec la cuisine haïtienne, c'est le gali, que je ne sais pas si vous voyez là. Ok, cool. Et en fait, c'est une semoule de manioc. En fait, c'est avec ça qu'on fait la cassave pour Paul et Jean-Philippe.
Ouais. Vous reconnaissez? Oui? Oui. Alors, celui-là, c'est torréfié ou pas torréfié? Non, c'est vrai, ben, c'est légèrement torréfié. OK, d'accord. OK. Comme ça, quand même. C'est comme celui qu'on utilise pour faire le farofa? Exactement. En fait, c'est ça, c'est la OK. faro. Farofa. OK, c'est bon. C'est OK. exact. Ben, en plus, donc, on a fait le lien avec le Brésil aussi. Ouais, le Brésil. C'est ça. Bien. Est-ce qu'il y a une recette que tu aimes faire avec ce farine ici ou Oui, ben, en fait, j'ai cuisiné parce que, évidemment, parce que j'en ai mangé à midi, en fait. Du coup, je vais vous montrer. J'ai cuisiné. Et un peu comme yeah. Ok, c'est quoi? Parle-nous tous. How does it smell? What is the texture like? Comment ça sent? like miam miam in my belly. That's what it's like. And tendance à manger avec mes mains quand je mange la bouffe du chemin. Ben là, c'est un peu durci. C'est un peu, tu fais ça un peu le principe comme une polenta, mais dans un bouillon. I cooked pinon. Whomever said pinon. Carole, thank you so much. Oui, j'ai fait du pinon. Et ça, c'est du pinon une sauce tomate avec du bouillon de poule. Donc, tu fais du bouillon et puis tu mets ton gâteau dedans et tu touilles en t'assurant de ne pas avoir de grumeaux. Et puis, tu manges ça avec de la viande grillée et une petite sauce d'oignons et de tomates cuits, mais pas trop cuits non plus. Okay. Qui est une de mes choses préférées, que j'aime beaucoup manger parce que c'est vraiment... Mais ça sent en fait le bouillon, peu importe le bouillon que tu as fait. Le bouillon de poulet, le bouillon de bœuf, peu importe. Souvent, c'est avec des restants de viande en fait qu'on fait ça. Donc, ça sent super bon, c'est savory. Souvent, il y a du piment aussi à côté ou dedans. Moi, je mets le piment dedans. Et puis, le gari en soi, le gali n'a pas de goût particulier. C'est un peu sec. Donc, manger tout seul si tu aimes souffrir. Mais sinon, tu manges avec de la sauce. Tu peux manger sucré aussi avec de l'eau, du sucre, du lait, des arachides torréfiés. Ou tu peux le faire cuire juste dans de l'eau tout seul, comme j'ai fait, je ne sais pas si vous allez voir ici, pour manger avec de la sauce gombo. Ou n'importe. Wow. Donc, ça peut être dans un bouillon ou juste dans de l'eau, tout simplement. Et j'ai choisi ça parce que je me suis rendu compte que quand ma mère est venue à la fin de l'été, elle m'a ramené une tonne de gali qui n'est pas à partager. Avant que Mais moi, je ne peux pas te demander un peu. J'allais juste demander un peu. Elle, c'est la nourriture de base. Peu importe où tu vas, peu importe ton état financier, tu peux manger avec de la sauce, tu peux manger juste avec de l'eau. Si tu as vraiment trop faim et que tu entends de crise ou qu'il y a une famine ou c'est l'apocalypse, tu vas manger du gali, ça va gonfler dans ton ventre et tu vas te sentir rassasié. Donc, je trouvais ça ridicule en fait qu'avant, elle m'en envoyait tout le temps, mais maintenant, j'apprécie vraiment. Ah, mais c'est tellement Une question pour toi. Parfois, j'ai vu ça a l'air comme la texture un peu de couscous. Je ne sais pas comment. C'est parce que souvent, les Brésiliens le font comme ça. Ils ne le font pas pâteux. Ils font ça vraiment comme granulé, comme ça, pour servir avec comme un feijoada. Comme que j'aime beaucoup le mélange. Ben, on le fait. En fait, tu peux mettre un peu d'eau. Nous, on met un peu d'eau pour le rendre moins sec. Et puis ensuite, exactement, Carole, galifoto. Et puis ensuite, ben, tu fais une omelette à côté avec des légumes. Et puis, tu mélanges le tout. Donc, tu mélanges. Donc, déjà, tu as de l'eau dans le gali, donc il le rend un peu plus humide déjà, moins sec. Et quand tu fais revenir avec les légumes, les œufs, ton omelette, etc. Ou des fois, même juste de l'huile et de la sardine, qui est aussi assez délicieux. Mais tu rends le truc moins sec et beaucoup plus savoureux. Tu peux rajouter du sel. Les Brésiliens ont tendance à rajouter du beurre, d'après ce que j'ai vu. Encore plus. Mais leur gari, je trouve, est moins rêche. Elle est plus douce, je trouve. Okay. Ouais, et puis c'est parce que pour mon nouveau projet, ça va être un voyage vraiment comme moi. Parce que j'étais dans un restaurant à Paris qui s'appelle qui était la route ils ont dit comme les autres ils voulaient faire la route des esclaves. C'est là la première fois que j'ai mangé ça. Comme j'ai vu ça, j'ai aimé, comme j'ai dit, comme si j'ai un restaurant que j'aurais à faire ici, c'est comme j'aimerais avoir ça, cette texture-là. C'est comme parce que les gens parlent couscous, je trouve que couscous c'est farine en plus. C'est dit, si on a ça, on peut le travailler bien. Je trouve comme les gens capoteront comme là-dessus, comme ils disent en québécois. Comme j'aimerais vraiment comme mettre ça en place. Comme, peut-être je vais venir te voir comme pour que tu m'apprennes à travailler ce produit un peu plus. Parce que nous autres, on le fait aussi en Haïti.
Et comme lorsque c'est la saison de manioc, vraiment, on travaille beaucoup. C'est comme on peut faire comme on fait le riz au pois. C'est comme tu fais comme la sauce avec tout est prêt. Et puis là, au lieu d'ajouter du riz, tu ajoutes ça à la place, tu vois. Tu ajoutes la farine, mais on ne fait pas torréfier nos autres, c'est frais et ça devient vraiment collant. Ouais. Et comme avec la viande, tout ça, Ouais. c'est très intéressant. Mais moi, j'aimerais avoir la texture aussi un peu plus légère pour que je puisse jouer avec, comme je pourrais jouer avec les deux textures, mais j'aimerais avoir la deuxième texture. Mais OK. avec Ouais. J'espère que tu vas servir ça à ton troisième resto. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est pourquoi je demande la question. Je demande tout ça, là, c'est parce que je veux ça aussi. Parce que j'ai tombé, comme à Paris, comme j'ai été dans les 3 macarons Michelin pendant que j'étais en voyage. Et puis, lorsque j'ai découvert Herbie Moreau m'a dirigé vers ce restaurant. J'ai mangé là chaque jour. Après, j'étais là pour 3 semaines. Je pense les 10 dernières journées, j'ai mangé là chaque jour. J'ai mangé le menu au complet comme durant mon voyage. Ça m'a intrigué pour voir comment, parce que les autres, ils ont fait la route vraiment des esclaves. C'est comme ça partait de l'Afrique et puis on arrive au Brésil, tout ça comme on va dans d'autres pays comme qui avaient l'influence. C'est parfait ça. Il y a un chef aux États-Unis qui s'appelle Eric Adjepong qui fait quelque chose de même. Il fait comme des tasting menus, des menus de dégustation de food des esclaves, comme on dit. And it's really beautiful because ça parle pas seulement de la souffrance puis la difficulté, mais aussi de la résilience puis la force, puis la diversité dans la nourriture, dans ces cuisines aussi. Paul, veux-tu parler d'un ingrédient ou un aliment qui est pour toi? Oui, moi aujourd'hui, c'est comme je voudrais parler comme un peu, c'est pourquoi j'ai fait un petit setup, je vais bouger un peu la caméra. C'est la base. Et je pense que c'est la base aussi même en Afrique, parce que je sais pas pour cuisiner. C'est comme on a le thym qui est là, on a le persil, les poivrons, les oignons, on a oignon blanc, oignon rouge, on a de l'ail, du piment, parce que ça c'est classique, le scotch bonnet qu'on appelle nous autres dans les Caraïbes, piment bouc. Je pense, GP, comme en voyant ça, comme je suis tellement content pour le troisième projet qui va être un projet plus gastronomique, je pense, tu auras la place pour délivrer tous tes produits, comme je pourrais jouer même avec tes produits, dépendamment de la saison aussi, tu vois, pour faire le menu. Et c'est ça qui fait. Nous autres, ce qu'on fait, c'est comme, on fait, et c'est presque, je pense, toute la Caraïbe, et tu fais ça, c'est comme, c'est ça c'est la base. Tu vois, lorsqu'on fait ça au blender, tout ça, c'est le mélange, c'est comme pour faire le jerk. Nous autres, en Haïti, on parle d'épices. C'est comme le côté latin, on parle plus de sofrito. C'est comme, c'est la base vraiment pour cuisiner vraiment. Et exemple, moi, c'est comme pour faire mon poulet jerk. Dedans, je vais ajouter soy sauce, comme je vais jouer un peu avec l'influence pour ajouter plus de produits, tu vois, comme cayenne pepper, paprika. On va ajouter du vinaigre de riz, jus de lime, jus de citron, tout ça pour donner comme un goût riche au poulet. Tu vois, c'est ça. Je ne sais pas dans d'autres pays comment ils s'appellent en Afrique. Est-ce qu'ils font ça? Comment ils l'appellent aussi? Parce que je trouve, moi, comme on ne peut pas faire de la cuisine haïtienne, excepté le riz. Tout ce qu'on fait de salé, ça commence comme ça. Tu vois? C'est ça qui m'a intéressé. Dépendamment si on va travailler la viande, on va plus jouer le côté avec comme jus d'orange amer. Si on va travailler comme les fruits de mer, le poisson, on va travailler plus avec la lime, comme pour aller chercher un peu plus d'acidité, tout ça. Et c'est ça qui est la cuisine. Je pense comme si j'ai pas ça dans mon frigo, si je cuisine pas avec ça, pour moi, il n'y a pas de cuisine haïtienne. C'est-à-dire d'abord, avant de faire toute la cuisine haïtienne, on doit avoir cette base-là. Parfois aussi, on ne le fait pas dans un blender, souvent. On fait piler. Okay, souvent pilé avec comme on a les pilons. Mais ici, c'est comme on évite de piler chaque jour. C'est comme, tandis qu'en Haïti, chez moi, c'est un jour. Comme on le fait dépendamment de ce qu'on a besoin de faire. On n'a pas à faire comme mettre ça au frigo pendant longtemps. Non, c'est chaque jour, c'est frais du jour. Tandis qu'ici, c'est comme on n'a pas le même temps. On essaie comme d'aller un peu plus vite parce que le pays va plus vite aussi, tu vois.
C'est ça. Qui fait, pour moi, ça représente toute mon histoire, ça représente toute ma vie, qui fait parce que n'importe quoi que je fais, comme dans ma cuisine, si j'ai pas ça, c'est, comme je cuisine pas. Qui fait, c'est comme, au time out, tu vas arriver, ou bien à agricole, tu vas arriver, on va avoir des 16 litres de ça entreposé, parce que c'est ça la base pour que le riz, pour que le poisson, pour que n'importe quoi qu'on fait, c'est ça. Pour moi, ça représente vraiment, je pense que c'est l'ingrédient, c'est la recette à partager aux gens. C'est comme si tu veux vraiment comprendre la cuisine haïtienne, la cuisine vraiment caribéenne au complet, parce que les Jamaïcains le font, les Cubains, qui fait, c'est très important vraiment de partager ça pour montrer aux gens vraiment c'est ça qui représente la Caraïbe et on a besoin de ça et sans ça, on n'a pas de cuisine. On ne peut pas aller chercher les saveurs qu'on a besoin parce que à partir de là, je peux jouer. Je dis, j'ai la pâte comme qui est grise, je peux dire, OK, là maintenant, OK, qu'est-ce que les gens aiment ici? Je ne veux pas que ça soit trop épicé. Je peux jouer avec, comme j'enlève un peu plus, je mets moins de piment fort, comme le scotch bonnet ou habanero ou n'importe quel piment qu'on mettait. Donc, je vais l'enlever pour avoir un goût comme qui est plus mild, un peu comme bien plus léger. Qui fait, c'est très important pour moi et c'est ça que je voulais partager avec les gens. Non, mais c'est cool. Puis, Paul m'a envoyé la recette aussi. Donc, si tu es correct avec ça, Paul, je vais partager ça sur le page Facebook Ouais, après. Peux-tu m'envoyer c'était ça. Et celui que j'ai partagé, c'était celui qui est, c'est pas la base. J'ai partagé plus le jerk, plus celui comme pour cuire le poulet qui fait, ou bien le poisson. Qui fait, si on veut faire ça comme exemple, ça, on peut l'utiliser pour tout. Tu comprends? On peut l'utiliser pour tout, comme c'est ouvert, c'est la meilleure chose à avoir comme pour faire la vraie cuisine haïtienne et caribéenne. And I could just imagine the smell of all these spices and herbs together. And usually these race and food events are like multi-sensory. You're serving food and drinks, especially when we're talking about it. But today it's fun to see inside of Paul's kitchen. I'm going to ask Jean-Philippe to share about that's special to him. And then I'm going to take a question from the audience that I have. And I don't think we can get to everyone's question today. But Jean-Philippe, vas-y, tu peux parler d'un aliment qui est important pour toi. You can talk about a food that's Oui. Je voulais vous présenter deux catégories de plans qui est possible de faire, de démarrer chez soi. Il n'est pas encore trop tard. Donc, c'est deux produits, les produits que je vais offrir au Jardin de la Cour, mais que vous pouvez aussi commencer à cultiver de votre côté. Il s'agit du taro et de la chayotte. Donc, je vais vous présenter les deux plats. Donc, j'espère que les gens peuvent voir à la maison. Donc, ça ici, c'est le début d'un plan de taro. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on l'appelle aussi edo. On peut l'appeler... Il y a une autre variété, là, je sais que ça vient en différentes variétés. On peut appeler ça aussi le malanga. Donc, ça sert à base de recette. Puis pour les Haïtiens, ça sert à démarrer la recette d'okra. Donc, c'est un ingrédient de base dans cette recette-là. Puis, c'est possible de démarrer un plan de taro chez soi. Donc, vous voyez ici, j'ai mon pot. Celui-ci, il a déjà presque 1 mois et demi. Je l'ai débarré, ça fait un petit bout de temps. Mais quand vous commencez, vous pouvez aller en chercher à l'épicerie. Puis, dans le fond, vous le prenez ici, vous le voyez. Ça, c'en est un que j'ai démarré il n'y a pas tellement longtemps. Je ne sais pas si les gens peuvent voir. Donc, vous le mettez en terre avec un terreau. Puis, vous l'humidifiez un petit peu. Puis, vous laissez c'est un peu comme la pomme de terre. Donc, ça part par les petites boutures ici là, qui vont sortir. Puis, de là, quand la plante atteint une maturité, comme ici, quand vous en avez plusieurs, quand vous allez faire un transplant pour le mettre dans un plus grand pot, vous pouvez les séparer. Puis, faire à partir de celui-là, je pourrais faire 3 nouveaux plants que je peux mettre. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire goûter en pot. La feuille, elle est comestible. Elle doit être bouillie avant, mais elle peut être comestible, utilisée dans des soupes, pour le remplacer par qu'on fait un chou farci ou des choses comme ça. Puis, c'est la racine qu'on appelle le taro, qui est utilisée dans les recettes pour faire les acras.
Et voilà, ça c'est le premier exemple que je voulais montrer. Puis sinon, il y a la Christophine, la chayotte aussi, que vous pouvez démarrer chez vous. Ici, j'ai un autre plan de Christophine qui part à partir du fruit. Pour ceux qui, je ne sais pas si j'ai l'autre. I like Paul's like little laboratory of all these plants. Donc, ben, la Christophine, c'est un fruit qui ressemble un peu à une poire. On appelle ça aussi la chayotte. Dépendamment des régions, les différents noms. Ça rappelle un peu le goût à la fois du concombre et de la poire. Ça peut être mangé cru, ça peut être mangé dans différentes recettes. Ça peut être cuit, ça peut être farci, etc. Donc, c'est un très bon aliment avec plein de bonnes propriétés nutritives. La particularité, c'est que pour germer, la graine, elle est à l'extérieur de la chayotte et elle germe par la nourriture que le fruit même lui donne. Donc, elle va germer, supposons que vous la laissez dans votre armoire pendant quelques mois, elle va commencer à faire sortir une tige comme ça. C'est une plante de type vigne, donc elle est grimpante. C'est pourquoi il y a un tuteur dessus pour l'aider à grandir. Puis, durant l'été, elle va vous donner plusieurs fruits si vous la mettez bien au soleil, puis vous lui donnez une bonne qualité de terreau. Donc, c'était mes deux exemples que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter. Je vais donner des petits ateliers au cours du mois de mai sur des façons de partir son jardin à la maison, en ligne. Merci Jean-Philippe. Donc là, on va prendre une question. Pour les panélistes, est-ce que vous êtes correct de rester jusqu'à 7 heures? Puis après 7 heures, je pense qu'il faut que tout le monde parle. Donc, mais est-ce que vous êtes correct pour rester jusqu'à 7 heures? C'est good? OK. Carole, je vous invite à demander vos questions live. Donc, je vais enlever le mot silencieux. I'm going to take you off mute. Go ahead, Carole. Go ahead and ask the question. Merci à tous pour votre participation. Justement, ma question s'appliquait, je pense, principalement à JP, mais d'autres peuvent m'aider. Moi, je me suis abonnée à ton service, le panier. Oui. Puis je sais que tu avais dit qu'il y a ça va venir avec des fiches de recettes, mais il y a beaucoup des affaires que tu proposes que on a tellement arrêté de consommer dans le day-to-day. Comment tu penses que l'expérience va se dérouler? Est-ce que tu penses que ça va comme être une occasion de se repositionner, surtout comme avec le contexte actuel au niveau de la cuisine dans la diaspora? Oui, premièrement, ce que j'offre aux gens, c'est l'expérience, oui, de pouvoir se procurer des légumes, des produits frais cultivés ici, localement. Donc, puis en plus, ma ferme, elle va être en cours de certification pour obtenir la certification biologique. Donc, la façon que je cultive mes légumes aussi, c'est en respect de la nature, sans pesticides, sans utiliser de semences avec des OGM, en utilisant des engrais naturels. Donc, ça vient aussi avec un apport nutritionnel beaucoup plus grand dans les légumes et les produits que vous allez recevoir. Mais c'est aussi une expérience culturelle dans le sens que chaque panier va être accompagné de guides puis de recettes sur comment cuisiner les produits que vous allez avoir dans vos paniers, comment aménager des trucs et astuces pour aménager votre cuisine, choisir les bons instruments pour pouvoir les cuisiner, tout ça sans que ça devienne compliqué ni dispendieux. Puis, connaître en même temps l'histoire derrière les produits que vous allez recevoir dans vos paniers. Donc, tout ça, ça va être il va y avoir des petites fiches qui vont venir avec le panier. Il va y avoir des informations qui vont être disponibles en ligne par rapport à ça. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de redécouvrir et de renouer avec les traditions culinaires afro-antillaises. Et c'est l'aventure que je vous propose avec les Jardins Lacou. Donc, oui, il y a de l'accompagnement par rapport à ça pour faciliter les choses, pour aider à la découverte, puis vous apprendre à cuisiner, à entreposer les légumes pour avoir le maximum de chaque produit. OK, merci Jean-Philippe. La prochaine question, on en a juste un instant. Voilà, OK, le nom sur Zoom, c'est EPP. Est-ce que vous êtes prêt à parler? Go ahead. Bonjour, merci à tous d'être là. Et moi, j'avais une question pour Paul, le chef cuisinier.
les chefs agricoles. Moi, je suis chef aussi. J'avais une question pour toi, Paul. En tant qu'entrepreneur, quel a été l'obstacle comme durant votre parcours pour vous démontrer dans votre milieu pour vous démarquer en fait? Est-ce que ça a été difficile? C'était quoi les challenges en fait? Dans la promotion de la culture. Elle n'est pas là. Voilà. Il n'est pas là. Oui. Ok, peut-être il y a un peu de misère, me donner juste un instant. Est-ce que Paul est toujours là? Je vais essayer de lui trouver. Oui, ok. Paul, tu étais sur mute. Ouais. And I can't see him. On peut demander aux autres sinon. Ok, Paul, est-ce que tu es toujours là? Peut-être qu'il est sorti pour un instant. OK. Ouais. On peut demander aux autres. Sinon, juste les challenges que vous avez dû surmonter en promouvant votre culture en tant que minorité visible au Québec. C'est une bonne question. Ou si c'était toujours bien reçu aussi. La question est pour qui? Pour tout le monde, en fait. Les deux. Ah, tout le monde. Ben, je peux répondre pour ma partie. Ben, faire la promotion de la culture, pour moi, il y a deux volets. Il y a la faire auprès des gens de la diaspora africaine, parce que je pense qu'on a tous besoin aussi de reconnecter. Pour certains, l'histoire, elle est loin, ou elle n'a pas été transmise dans les meilleures conditions. Puis, il y a la découverte auprès des Québécois et des Canadiens. Donc, pour ce qui est de le premier volet, qui est plus les gens de la diaspora africaine, je dirais que oui, il y a certains obstacles. Un peu comme Paul avait mentionné plus tôt, on a nos parents, les emplois âgés peuvent avoir une certaine vision de qu'est-ce qui est un métier convenable. Puis souvent, le domaine de la cuisine et aussi définitivement celui de l'agriculture n'est pas nécessairement vu comme le travail le plus élévateur que tu peux faire dans la vie. Donc, les gens vont encourager, mais ne vont pas nécessairement avoir envie de voir leurs enfants aller dans cette direction-là. Donc, ça, c'est un premier obstacle à surmonter, à savoir est-ce que on peut avoir la crédibilité que ces métiers, le métier de la cuisine, le métier de l'aide à la culture peut avoir au sein de notre communauté. Donc, ça, c'est un enjeu que j'ai rencontré. Puis, après ça, il y a la question par rapport aux Québécois, mais en général, les Québécois ou les Canadiens sont relativement ouverts à la découverte culinaire. C'est pas pour rien qu'à Montréal, on a autant de restaurants et autant de diversité dans le domaine de la restauration. En ce moment, la restauration vit un moment extrêmement difficile, mais outre ça, Montréal, c'est une belle ville où faire découvrir les traditions culinaires un peu partout. Puis aussi, mais avec le fait que les gens voyagent de plus en plus, ils ont l'occasion d'expérimenter différentes cultures, différentes façons de cuisiner, puis ils ont envie de redécouvrir ça, d'avoir l'occasion de trouver des connexions pour pouvoir le faire en revenant ici. Donc, en misant là-dessus, je pense que c'est une bonne façon de faire la promotion de tes produits. Donc, à la fois, inviter les gens de la diaspora à redécouvrir leur culture, puis inviter les Canadiens et les Québécois à vivre un brin de voyage et d'exotisme. Donc, tout ça va aussi dans l'expérience globale que tu donnes aux gens. Donc, au-delà de seulement le plat que tu leur proposes, quelle expérience que tu es prêt à leur donner, qu'est-ce que tu es prêt à partager par rapport à toi, par rapport à ton histoire, puis comment ça peut être le setting de ton restaurant, la façon que tu présentes ton menu, la façon que tu présentes l'image de ta culture, de ton pays que tu veux transmettre à travers la nourriture. Donc, tout ça, ça fait partie de la façon d'en parler puis de diffuser ce que tu fais. Merci beaucoup.
Ah, merci. Donc, on est presque à 7 heures. Je voulais demander à Ornella puis Jean-Philippe si vous avez des dernières pensées à partager avec nous. Maybe some last thoughts. Like, what's the big takeaway? What's on your mind after this discussion that we had? Ouais, moi, je suis très content de voir qu'il y a eu autant de participants qui se sont présentés en ligne pour assister à la rencontre. Puis, de faire comprendre à tout le monde la richesse et la profondeur de la culture agricole et culinaire des Afro-descendants qu'on trouve ici. Puis, de permettre justement à ces Afro-descendants de faire leur place. Moi, je peux parler pour moi pour le domaine de l'agriculture. Moi, je fais de voir des dizaines et des dizaines de fermes qui sont de propriété ou qui ont été initiées par des gens de la diversité culturelle du Québec pour que ce qu'on retrouve dans nos restaurants, on puisse aussi les retrouver provient de la terre et qui peut être cultivé localement. OK, merci. Ornella, est-ce que tu as des dernières pensées, derniers mots à dire avec tout le monde ici? Attendez une seconde, attendez, t'es sur mute. OK, vas-y. Ok, là, c'est bon, je suis en mute. En fait, deux choses. Tout à l'heure, quand on parlait de l'héritage qu'on voulait passer à nos enfants, pour lier ça à la promotion de nos cultures culinaires, je pense qu'un des grands défis, ça va être que mes enfants ou mon enfant soient fiers de la nourriture de chez elle. Parce qu'un des défis, c'est quand tu présentes cette nourriture à d'autres personnes, souvent aux personnes blanches, ce qu'on a comme retour, c'est ça sent bizarre, c'est vraiment bizarre, c'est différent. Puis ça cause une espèce de honte ou d'embarras, en fait, qui fait qu'on a du mal à promouvoir notre nourriture, déjà au sein même de la famille, enfin en dehors de la famille, mais au sein de nos communautés. Donc, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, Jean-Philippe. Moi, j'ai très hâte de recevoir, de m'inscrire et de recevoir mes paniers. Puis, quelque part aussi, je veux qu'il y ait de la promotion, mais quelque part, je veux pas qu'il y ait trop de promotion parce que je veux pas que ça finisse par être approprié, accaparé et transformé, en fait. Je veux pas que ça se perde. Je veux que ça continue à évoluer, oui, mais je veux pas que ça se perde quelque part. Donc, ouais, je suis un peu mélangée entre les deux. Oui, je comprends. Donc, je pense que Paul est en fait, il a des problèmes techniques. Donc, il n'est pas avec nous, mais je vais vous inviter à rester en contact, en fait. Donc, voici les médias sociaux pour Jardin de la Cour sur Instagram. Il y a aussi Chef Paul Toussaint sur Instagram, puis moi-même, montréalaise. Si vous voulez rester au courant pour le prochain événement Race and Food, so if you want to stay in touch for Race and Food, please follow our speakers here on Instagram and also sign up for the mailing list on the website there. And actually, I'm going to do a plug. So I work with multiple nonprofits throughout Canada, and one of them is the Montreal Restaurant Workers Fund. Bon, c'est le fonds de secours pour les travailleurs en restaurant. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un coup de main financièrement, en don de financement aux personnes, donc vous pouvez appliquer, faire une demande d'application sur montrealrestaurantfund.org ou nous trouver sur Instagram. So if you need a hand financially at this time, we've done a lot of fundraising with wonderful partners and we can help you out. So if you're in Montreal, you work in the hospitality industry, please check this out if you need help. So I'm gonna put myself back on, give me a second. So I'm just checking if Paul was able to join us again. Paul, are you there? Okay, I don't think Paul is with us. I'm sorry, I see him, but I don't know if he can join us. Okay, thank you everyone for joining me on this virtual thing. And I wish in another time we were able to smell the spices from the jerk mix that Paul made, or touch and see the seedlings that Jean-Philippe had, or get to meet Ellie, Ornella's daughter, and see the dish that she cooked. But it is such a pleasure to see you all. Donc, merci tous de venir nous joindre aujourd'hui. C'est tellement un plaisir de vous voir tous, d'apprendre avec vous autres. Donc, j'espère de vous voir encore une prochaine occasion. Restons en contact. Let's stay in touch. If you have ideas or collaborations, please email me and be in touch if you want to organize another Race and Food together. So thank you all. Cheers. My drink is now empty. It's officially empty. I have nothing left. Have a good Friday night, and I hope you guys stay safe and stay well, and I hope to meet you all soon in person. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Bye-bye. Bye.